C'est l'occasion pour nous aussi, non seulement de voir la quintessence de tout ce qui tourne autour des études d'impact environnemental, mais également le suivi de ce qu'on appelle les PGS, les plans de gestion sociaux et environnementaux. Et c'est assez important pour nous. Et nous allons également voir la question du fonds de réhabilitation. Parce que dans ce minier, principalement, il y a 4 fonds. Le fonds de développement du secteur minier, le fonds de développement local, le fonds de péréquation et le fonds de réhabilitation. Donc pourquoi on a créé ces fonds-là, qui sont fondamentalement des conséquences? Il y a des causes. Donc les causes, l'une des causes, c'est la réhabilitation. Pourquoi la réhabilitation? Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'écouter M. Alioune Badara Paye, qui est le secrétaire général adjoint permanent de l'ITIE, qui est également un expert dans le domaine, qui va nous entretenir de la question de la réhabilitation, mais également de la question des fonds. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va donner la possibilité à chacun d'entre nous, de se présenter. Donc, après les présentations, on va prendre la pause café et revenir pour dérouler également la session, pour qu'il n'y ait pas de coupure entre la pause café, mais également la formation. Parce qu'on a d'une part ce qu'on appelle le biotope, donc le milieu qui nous entoure, et les individus qui vivent dans ce biotope-là et qui constituent l'écosystème. On considère que c'est surtout le programme des Nations Unies pour l'environnement qui considère que d'ici 2030, la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques dégradés pourrait justement permettre de gagner et d'alléger l'atmosphère de 13 à 26 gigatonnes des milliers de millions ou des milliards de gaz à effet de serre. Donc ce qui est extrêmement intéressant à ce niveau est que pour générer cela, il faudrait que des investissements aussi soient effectués à la hauteur de la tâche. Mais le statu quo reviendrait justement à 3 fois plus cher que l'investissement dans les mesures de restauration. Et quelque part, ce qu'on va voir tout à l'heure en termes de réhabilitation correspond à une forme de restauration. Parce que là, c'est la continuité. La transparence environnementale va damer le pion à tout ce qui est lié à la transparence des paiements. Ce n'est plus ça l'essentiel. L'essentiel, c'est sauvons la planète. Sauvons-nous d'abord. Parce que les paiements, ça viendra après. Donc, de plus en plus, même les gens ont compris cela et l'ont intégré dans l'exigence 6.2, 6.3, et qui est un aspect fondamental dans ce que nous faisons. Et c'est pourquoi, même les plans de gestion environnementale et sociale, je dis, on donne peut-être un moratoire au ministère de publier ça. S'ils ne le font pas, nous, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de publier ce dont on dispose, en tout cas ce qui est à notre disposition. Parce que souvent, les plans de gestion environnementale et sociale, il y a toujours une copie qui est déposée au niveau du service régional. Si c'est mal archivé, on a montré les états civils d'une mairie, d'une zone là, je ne veux pas citer, mais vous avez vu l'état. S'il y a plusieurs études qui cumulent, qui ont des milliers de pages, des centaines de pages, et qui finalement qu'on perd comme ça n'a pas de sens. Parce qu'un jour, l'élu voudra faire un papier, il ne pourra pas trouver les informations. Même le chef de service, il est remplacé par un autre, peut-être il l'a amené chez lui, il a fait du ataïa avec ou du dja. C'est toujours... c'est sénégalais ça. On amène les dossiers à la maison, on les laisse là-bas. Donc, en fin de compte, il faut ce travail de numérisation et de rendre disponible, accessible l'information à tous les citoyens. La deuxième précision, c'est que toutes les questions qu'on peut se poser sur les impacts environnementaux, moi je me dis, bon, je n'ose pas dire qu'il y a une complicité coupable, mais en tout cas, il y a un manque de rigueur en termes de suivi environnemental. Et ça se constate partout dans nos États. Au Sénégal, on n'est vraiment pas très loti. Le chef de service régional de Kédougou qui doit
les mines artisanales qui sont là-dedans, avec les exploitations. Il y a une seule personne qui fait office de service régional de l'environnement. Hein? Les eaux et forêts sont mieux lotis parce que eux, j'avais vu le patron de Sabadola en 2000, le chef des opérations, en 2011, il l'avait mis au Niouf parce que le monsieur a lancé une opération de désherbage d'une zone où il y avait des espèces protégées. Et là, véritablement, les eaux et forêts avaient pris toutes leurs dispositions, voilà, leurs responsabilités, et avaient mis aux arrêts pendant 24 heures le chef des opérations minières. Donc ça, je pense, c'est des actes forts qui ne sont pas très connus, mais qui sont extrêmement importants. Mais la faiblesse du suivi réside d'abord dans les moyens. La deuxième chose pour moi, c'est que les administrations doivent prendre des responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on a un ministre qui est politique ou autre, ou bien on dise, il y a le décès de l'actuel ministre qui était directeur de l'environnement à l'époque, qui disait il n'y a pas de projet du président de la République. Moi, tous les projets qui viennent ici, je les traite comme d'autres projets. Donc parfois aussi, il y a cet a priori que les administrations ont. Non, est-ce que c'est moi qui vais faire des moquis? Bon, vous savez, c'est le Sénégal qui est comme ça. Mais de plus en plus, je pense que les citoyens doivent appuyer les services dans le suivi. C'est pourquoi notre travail dans un premier temps avec la société civile, c'est de rendre disponible l'information pour que chacun fasse ce suivi-là. Elle a dit, s'il n'y a pas d'accès à l'information, mais parfois il y a accès à l'information. Je disais au taximan, en regardant l'ONAS curer les trucs, j'ai dit, malheureusement pour eux, la tabaski tombe en plein hivernage cette année. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que toutes les pots et les autres, ça va se retrouver dans les caniveaux. Bon, en fait aussi, on a, parfois on dit, bon, quand on était gosse, on parlait beaucoup des mours, en disant, voilà, vous connaissez la chanson, mais on s'oublie, nous Sénégalais, qu'on n'a pas une certaine culture environnementale. C'est pourquoi en termes de recommandations, je dis, il faut renforcer cela à l'école, qu'on ait une autre mentalité. Voilà, de savoir que la petite chose, les mouchoirs que je jette, ou les bonbons, les enchaînages de bonbons que je jette, ça a un impact plus large que ce que je suis en train de faire. Et c'est quand on regarde les pêcheurs c'était pas au Sénégal, ils vont pêcher, ils ne pêchent que des bidons, des sachets plastiques. Et on peut faire l'expérience au Sénégal, ça va être pareil. Surtout à Barnier dont vous parlez. Donc on peut faire ça et on va voir qu'on va se retrouver avec plein de choses. Au niveau de la baie de Anne, c'est flagrant, c'est le plus connu. Vous pêchez toutes sortes de choses sauf du poisson. Donc c'est des impacts que nous-mêmes, population, posons avant d'aller vers les industriels. Donc pour venir aux questions proprement dites, la restauration, réhabilitation, c'est véritablement une sémantique qui est utilisée selon le cas. Bon, réhabilitation, souvent, c'est la restauration, je vais commencer par là, c'est une remise en état complète. Alors que la réhabilitation, elle va essayer soit de faire un principe de compensation, c'est-à-dire que la fosse, il faut voir l'équivalent de la fosse, si elle est réhabilitée ou rendue en état. Vous voyez une zone qui peut être compensatoire par rapport à la zone qui a été perturbée. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est de faire du backfilling. Donc, vous remettez le sable ou le reste de matériaux qui a été enlevé, vous le remettez dans la fosse. Mais on sait qu'il y a une perte entre les deux phases. Le moment où vous avez excavé et le moment où vous remettez. Donc la restauration elle est plus complète que la réhabilitation. Le recyclage, c'est une forme de réexploitation. Vous avez, par exemple, dans les phosphates, du silex. Le silex, c'est des galets que vous pouvez utiliser pour les bâtiments, c'est comme pour le béton, comme pour le carrière. Donc, c'est sûr que cette partie-là, vous allez encore plus perdre de matériaux. Vous n'allez pas retrouver, vous allez en fin de compte pas faire de restauration, de réhabilitation. Parce que ce que vous devez utiliser pour combler ou bien qui doit servir de surface de réhabilitation, vous utilisez ça pour d'autres fins. Donc vous réduisez vos chances quelque part de faire de la réhabilitation ou de la restauration. Donc le recyclage a beaucoup de limites par rapport à ça. Ça crée une économie circulaire, on va dire,
parce que ça permet à d'autres secteurs d'utiliser encore des matériaux qui proviennent et qui sont secondaires par rapport à l'exploitation, mais en fin de compte, on n'a pas réhabilité. C'est ça la grosse différence. La meilleure approche, c'est de faire une restauration. Donc là, vous allez prendre vraiment tout votre temps. Si ça dure 40 ans, c'est solo, mais en tout cas, vous allez tout remettre en état. Et on l'a vu dans certains pays, c'est vraiment, on parle de restauration. Canada, Australie, on parle de restauration. Eux, ils ne parlent pas de réhabilitation. Là où nous, on a atténué, on est dans le cadre de réhabilitation, on atténue les conséquences de l'exploitation. Et la réexploitation, c'est surtout dans des cas particuliers, par exemple les dérives qui contiennent du silex ou bien qui contiennent du basalte, sont repris à d'autres fins. Bon, ça c'est le pire schéma, on va dire. Pour la deuxième chose, bon, qu'est-ce que l'État peut prévoir pour l'information? C'est déjà prévu. Les autorités locales sont partie intégrante, au même titre que les populations, de la procédure d'étude d'impact. Maintenant, dans la pratique, il y a souvent des griefs comme ça qui sont soulevés. Le Akaya, on l'a vu récemment, l'entreprise allait s'implanter pour son exploitation, la mairie n'était pas au courant. Et quand j'ai regardé la convention minière, elle date de 2011. Donc depuis 2011, on ne lui a rien dit. Lui, il n'est pas au courant. Bonjour, il se lève, il voit que bon, les gens veulent exploiter des sables minéralisés. C'est le cas que récemment que la presse a traité. Donc il y a véritablement un lien à faire entre les autorités au niveau central et les autorités au niveau local. Mais dans le cadre de l'étude d'impact, c'est prévu. C'est pourquoi la surprise elle est souvent grande, parce que peut-être le maire, l'autorité locale avait même convenu avec les populations que là, ce serait une aire de jeu, bien une aire de telle chose, et on se retrouve, en fin de compte, c'est arrivé à Kédougou. Ils ont fait une délibération sur 10 000 hectares pour Raoul, le joueur du Real de Madrid. Ça tombait dans la concession minière de Rangold, Tomboronko de Sofia. Donc c'est allé jusqu'à la Cour suprême. Donc c'est des aspects comme ça qui arrivent. Parce que Rangold a dit, moi j'ai des droits exclusifs sur le sol et le sous-sol. C'est une concession minière de 25 ans. Une délibération municipale ne peut pas me priver de mes droits. Donc c'est des choses comme ça qui arrivent. Et pour moi, c'est juste que l'ampliation, et souvent dans les textes on met souvent à la fin, ampliation. Il faut amplier les communes, les autorités, qu'il y ait un archivage de ces documents-là. Ça permettra d'éviter un certain nombre d'aspects. Et l'autre aspect qui est plus intéressant, c'est qu'en amont, on les implique, comme l'a prévu la procédure d'études environnementales. Malheureusement, dans la procédure d'attribution minière, à part les carrières temporaires et l'artisanat, on n'implique pas la commune. Permis de recherche, on ne les implique pas. Autorisation d'exploitation, carrière privée, on ne les implique pas. Ni d'exploitation de permis miniers ou les anciennes concessions, on ne les implique pas. Donc ça, c'est un véritable souci. Un autre aspect qui est extrêmement important, c'est que, oui, l'information, c'est par rapport aux artisans. Je peux vous dire, moi j'ai un peu des parents malinqués, que vous leur donnez l'information ou pas. Et moi je les comprends. Ils sont dans une situation où on avait un Kédougou sylvo-agro-pastoral, l'élevage, l'agriculture, etc. On est venu à un moment où on a fait une économie minière. Les prix de l'or ont flambé. Vendre mon coton là, à je ne sais pas combien la tonne, avec tout ce que je vais endurer comme souffrance dans les champs, mais aller dans les Dura et me taper un truc vite fait, avec les T-Max que utilise notre ami Gouedine là. Donc facilement, vous faites de l'argent en un clin d'œil. Donc c'est un peu une situation qu'il faut comprendre, socio-anthropologique. On sort carrément de l'aspect truc et on voit qu'on a destructuré l'économie locale. Et c'est pourquoi le rôle au fait que nous essayons de jouer, c'est de les ramener un peu à dire n'abandonnez ni votre coton culture, ni votre fonio, ni votre agriculture.
pour votre élevage, parce que c'est là où réside véritablement votre véritable richesse. Le tourisme, si c'était bien développé à Kédougou, je vous assure, il y a des paysages époustouflants. Nous avons fait le pari d'accompagner les journalistes dans le renforcement des capacités sur plusieurs secteurs, sur plusieurs domaines. Nous l'avons fait sur les marchés publics, nous l'avons fait sur les flux financiers illicites, sur l'accès à l'information. Aujourd'hui, nous avons pris comme prétexte la journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, pour parler avec eux, pour renforcer leurs capacités sur ce qu'on appelle la réhabilitation des sites d'exploitation minière au niveau du Sénégal. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on en parle peu. Certes, on parle de transparence dans la gestion des ressources publiques, mais n'oublions pas que la Constitution du Sénégal dit très clairement les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, du moment où ces ressources appartiennent au peuple, il faut impérativement les préserver. Et préserver ces ressources, c'est essayer de voir comment est-ce qu'il devrait y avoir une cohabitation entre l'exploitation des hydrocarbures et des mines et l'exploitation également d'autres secteurs comme l'agriculture, comme la pêche ou bien comme l'élevage. Alors qu'on s'est rendu compte que souvent, les zones d'exploitation minière ne font pas l'objet de réhabilitation ni de restauration. Autrement dit, on fait perdre les moyens de subsistance, des moyens de transformation économique aux citoyens, au profit également de l'exploitation minière qui ne génère pas assez d'argent comme le fait ou bien comme le ferait l'agriculture, le secteur de l'agricole ou bien le secteur de l'élevage. C'est pourquoi nous avons convié aujourd'hui les journalistes pour attirer un peu leur attention sur ces catastrophes écologiques qui nous guettent, surtout qui sont dues à un certain nombre de faiblesses, surtout la faiblesse ou bien le défaut d'accès à l'information. Parce que la loi exige que les entreprises qui sont en situation de recherche ou bien en situation d'exploitation d'élaborer des études d'impact environnemental, mais également des plans de gestion environnementale, mais également sociale. Mais on se rend compte que ces documents ne sont pas accessibles ni aux journalistes, ni également aux citoyens, et ce qui n'entre pas dans le sens de promouvoir la transparence. L'autre aspect également, on s'est rendu compte qu'il y a une faiblesse dans le suivi environnemental. Les structures qui sont dédiées au niveau de l'État pour faire le suivi environnemental, pour voir si les études d'impact environnemental, ou bien pour voir si ce bloc d'évaluation environnementale composé de l'évaluation des études d'impact environnemental, de l'évaluation environnementale stratégique, ou bien de l'audit environnemental, on se rend compte qu'il n'y a pas de structure assez fournie en matériel, ou bien en moyens humains, ou bien en moyens financiers pour pouvoir faire le travail. C'est pourquoi nous, au niveau du Forum civil, on s'est dit qu'il est temps de réfléchir pour que la DEC, qui est une direction au niveau du ministère de l'Environnement, qui est chargée également au niveau de ces structures, de ces antennes au niveau régional, qui est chargée également de faire le suivi environnemental, puisse être transformée aujourd'hui en agence nationale des études d'impact environnemental, pour que fondamentalement qu'il puisse disposer de moyens humains, de compétences, mais également de moyens matériels pour pouvoir faire son travail de façon convenable. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement n'est pas uniquement une question de thématique mondiale, mais c'est une question d'économie, c'est une question de social, c'est une question également, bien sûr, d'écologie. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut impérativement qu'on convie les journalistes pour essayer de les sensibiliser sur les catastrophes écologiques et environnementales que vivent également, que provoque l'exploitation minière. Et pour cela, on s'est rendu compte qu'il faut impérativement qu'il y ait une redevabilité ou bien même une obligation de rendre compte des systèmes d'octroi ou bien de déclassement des forêts. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une opacité, il n'y a pas une transparence sur la façon également d'élaborer les protocoles qui sont souvent opérés au niveau des directions des eaux et forêts, mais également au niveau du ministère de l'Environnement. Comme l'a dit tout à l'heure, notre consultant, souvent on a tendance à épingler, si j'en prends également votre jargon, le ministère des Mines et de la Géologie. Certes, ils ont une responsabilité, mais pour l'octroi également, pour l'octroi des
des surfaces, des superficies, surtout dans les zones de forêt classée, il faut impérativement l'avis de direction au niveau du ministère de l'Environnement. Et souvent, c'est des avis que nous considérons, pas transparents. C'est pourquoi nous plaidons aujourd'hui pour qu'il y ait une implication des citoyens dans l'octroi également, ou bien dans la rédaction, ou bien dans l'élaboration, ou bien dans la conclusion de ces protocoles-là, mais également ces protocoles soient publiés pour que les citoyens puissent accéder à l'information et faire preuve d'une application du principe constitutionnel de l'accès à l'information et de la transparence. Une réglementation existe quand même pour préserver l'environnement, mais est-ce que vous pensez que l'applicabilité est faite de manière rigoureuses? Justement, l'application ou bien l'applicabilité de ces normes qui existent. On a le code de l'environnement, vous l'avez dit. On a le code de l'environnement, on a le code du code forestier, le nouveau code forestier, on a le code également, ou bien le code minier. Mais on s'est rendu compte que c'est l'application qui pose problème. C'est pourquoi nous avons prôné tout à l'heure une révision de tout le circuit, c'est-à-dire de l'ancrage du cadre juridico-institutionnel de suivi environnemental, qui peut déboucher vers une agence nationale de suivi environnemental ou bien d'études d'impact environnemental, mais également de révisiter tout cet arsenal au niveau du ministère de l'Environnement pour que l'accès à l'information soit une réalité. Et ça également, nous invitons l'ITIE de jouer sa partition sur la publication de tous les PGS, c'est-à-dire de tous les plans de gestion environnementale, pour que les citoyens puissent accéder à l'information. Si le ministère refuse de le faire, je pense que les normes de l'ITIE leur donnent la possibilité de donner l'information aux citoyens pour que les citoyens également soient informés de la gestion environnementale de leurs ressources. Parce que ça impacte sur la forêt, ça impacte sur l'eau, mais également ça impacte sur le foncier. Et ça impacte encore une fois sur les autres activités qui génèrent énormément d'argent, qui génèrent également des emplois. Je veux nommer le secteur agricole, le secteur également de l'élevage. Vous avez annoncé la mise en place d'un outil dans le sud du pays. Il s'agit de la structure OSTER, si j'ai bien compris. À quoi cela ressemble? Oui, en vue de participer ou bien d'accompagner l'État dans la sensibilisation et l'éducation environnementale, le Forum civil a mis en place au sud du pays, elle a expérimenté il y a depuis 2019 à Kumbakara, dans la commune de Kumbakara, dans la région de Kolda, un outil qu'on appelle OSTER, Observatoire des territoires, qui est un outil qui implique l'ensemble des acteurs au niveau du territoire pour surveiller l'exploitation forestière. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la zone de Kolda, que ce soit Médina Yoro Fula, que ce soit Vélingara, que ce soit également dans la zone de la Casamance, Bignona, ils sont confrontés à des activités criminelles de coupe abusive de bois. Et que les eaux-forêts ne peuvent pas uniquement faire le travail. Et souvent, ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour faire le travail. Et souvent également, dans le travail, on le dit, il n'y a pas une certaine impasse. On n'a pas constaté, en tout cas nous, au niveau du Forum civil, une impartialité également dans le travail. C'est pourquoi on s'est dit qu'il faudra impérativement impliquer les populations. Comment les impliquer pour qu'ils soient des agents d'alerte? C'est de mettre en place également cette OSTER-là, qui implique les femmes, qui implique les jeunes, qui implique les chefs de village, qui implique également les collectivités territoriales, pour que quand ils constatent qu'il y a des agents criminels sur le terrain en train de couper le bois de la façon la plus abusive possible, qu'ils puissent alerter les eaux-forêts. Et l'OSTER est mis en place à Kumbakara. On est en train également de le déployer au niveau de Bignona, dans la zone également de Wonk, mais également de Tangori. On veut également déployer cette structure-là dans toute la zone du sud, dans toutes les collectivités territoriales qui sont frontalières au Mali, à la Guinée-Bissau ou bien à la Guinée, et même également à une partie également de Bakel, la Mauritanie. Donc nous sommes en train également de participer à l'éducation des populations sur les questions environnementales. C'est la raison pour laquelle bientôt, parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle des SICA, des clubs d'intégrité à la citoyenneté active. Ces clubs d'intégrité à la citoyenneté active de Kolda vont se déployer dans la forêt pour constater également de visu comment est-ce que leurs forêts sont en train également d'être dévastées par les adultes. Voilà. Au nom de l'ensemble des membres du Forum civil, du conseil d'administration, du bureau exécutif, nous vous témoignons également ce respect, mais également nous vous remercions pour ce marque également d'estime à l'endroit de la science, pas à l'endroit du Forum civil, mais à l'endroit également de cette volonté de vouloir toujours apprendre. Donc nous vous remercions sans cesse. Remercier également l'expert Paï, vraiment qui a été également très disponible
ami du Forum civil, qui a été très disponible également pour venir partager ses connaissances avec les journalistes. Remercier également tous nos invités, les reporters également qui sont venus, les participants. Remercier également Abdoul Malik Bousso, Mohamed Tifal, qui sont membres du bureau exécutif, l'équipe de projet, Samandiaï, qui est le coordinateur du projet, Daoudo Diop également qui l'accompagne, Fallou Ndiaye, le comptable, Hadi Diop également, les Hadi Diop de l'équipe du Forum civil, à qui j'ai oublié encore, je pense que j'ai cité tout le monde, le technicien qui est là-bas à côté, hein, vraiment. Donc remercier tout le monde pour votre présence. Maintenant, très rapidement, lors de la session sur les flux financiers illicites, il y avait des journalistes qui avaient participé également à cette session de formation et nous avions promis également de vous donner des attestations. Donc désormais, nous allons continuer comme ça. Le groupe également qui est là bénéficiera également d'attestations. Vous en aurez également 2 pour ceux qui en auront tout de suite sur les flux financiers illicites. Donc nous essayons également de démultiplier davantage, parce que ça vous permettra, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec TAC Justice surtout, ils organisent des académies au niveau international et nous demandent souvent de leur proposer des journalistes. Et il faut impérativement qu'il y ait un papier qui montre qu'ils ont suivi une session sur les flux financiers illicites. Donc c'est pourquoi nous avons initié cela et nous allons continuer sur la même lancée également pour les autres formations avec les journalistes. Donc nous vous remercions fondamentalement d'être venus. Donc